Le 4 février 2007, à Abilene, au Texas, Ella Bennett a 4 ans. Elle dort dans sa chambre pendant que sa mère, Charity Lee, travaille tard. Dans la maison, il y a une baby-sitter, Ella, et son frère Paris Lee Bennett, 13 ans. Au départ, l'affaire ressemble à l'une de ces scènes impossibles à comprendre. Une enfant tuée dans son propre lit, sans intrus évident, sans cambriolage, sans fuite spectaculaire. Mais très vite, le dossier se referme sur quelqu'un qui était déjà à l'intérieur de la maison. Paris n'est pas seulement le grand frère présent ce soir-là. Il est celui qui crée l'occasion. Selon les récits publics de l'affaire, Paris convainc la baby-sitter de partir. Ce détail change tout. Il montre une préparation minimale, mais suffisante, enlever l'adulte, isoler Ella, puis utiliser la confiance normale d'une maison familiale. Une fois seule avec sa petite sœur, Paris entre dans la chambre. Elle adopte. Il l'attaque. Les sources décrivent une scène d'une violence extrême. Ella est étranglée, puis poignardée à de nombreuses reprises. Le chiffre qui revient dans le dossier est 17 coups de couteau. Pour un adulte, un tel crime serait déjà glaçant. Mais ici, le tueur a 13 ans, et la victime est sa petite sœur de 4 ans. Après l'attaque, Paris ne se comporte pas comme quelqu'un qui vient seulement de perdre le contrôle pendant une seconde. Les récits indiquent qu'il appelle d'abord un ami, puis qu'il appelle les secours. Au téléphone, il tente une explication étrange. Il aurait vu quelque chose de démoniaque, comme si la scène pouvait être déplacée vers une crise ou une hallucination. Mais l'enquête ne reste pas sur cette version. Il n'y a pas de vrai scénario d'intrus. Paris était là. Il avait accès à Ella. Il savait que Charity n'était pas à la maison. Et surtout, la suite va montrer un mobile beaucoup plus froid que la panique. Il voulait punir sa mère. Ce mobile est le cœur psychologique de l'affaire. Paris comprend que tuer Ella ne blesse pas seulement une enfant. Cela frappe Charity au point le plus vulnérable. La victime directe est Ella. La cible émotionnelle est aussi la mère. C'est pour cela que le dossier ne doit pas devenir seulement une histoire sur un adolescent intelligent ou inquiétant. Le centre reste Ella, parce que Paris l'a utilisée comme arme. Charity Lee se retrouve dans une position presque impossible. Elle perd sa fille, puis elle comprend que son fils est responsable. Une partie de sa vie devient alors une contradiction permanente. Elle est la mère de la victime et la mère du tueur. Aimer Paris ne peut pas signifier effacer Ella. Chercher à comprendre Paris ne peut pas signifier minimiser ce qu'il a fait. Des années plus tard, Charity parle publiquement de culpabilité, de famille, de violence, et de ce qu'elle n'a pas vu. Elle raconte aussi un passé déjà marqué par le chaos. La mort de son père, une mère accusée puis acquittée, l'addiction, et l'impression d'avoir grandi dans un monde où la violence pouvait entrer dans la maison. Ce passé n'excuse pas Paris. Il explique seulement pourquoi le meurtre d'Ella devient, pour Charity, une répétition terrible de la violence familiale. Il existe aussi une couche plus sombre dans les récits ultérieurs. Dans certaines interviews et autour du livre de Charity, Paris aurait donné après coup une autre explication. Il aurait voulu empêcher Ella de parler d'abus sexuels. Ce point doit rester présenté avec prudence. Il ne remplace pas le dossier judiciaire de base. Il ajoute une autre dimension à ce que la famille racontera plus tard, et à la manière dont Charity relie son propre passé. Le profil de Paris fascine parce qu'il ne colle pas à l'image d'une explosion incontrôlée. Les récits le décrivent comme très intelligent, capable de manipuler les adultes, et déjà traversé par des idées violentes. Mais le danger, dans ce genre de cas, est de laisser le tueur prendre tout l'espace. Plus Paris paraît calme ou complexe, plus il faut revenir aux faits. Ella dort, Paris fait partir l'adulte, Paris attaque, puis Paris essaie de contrôler le récit. La justice traite Paris comme un mineur au moment du crime. Il reconnaît le meurtre dans le système de justice juvénile et reçoit la peine maximale possible dans ce cadre, 40 ans. En 2012, un juge décide qu'il purgera le reste de cette peine dans le système carcéral adulte du Texas. Aujourd'hui, le calendrier officiel reste un point essentiel. La page du Texas Department of Criminal Justice indique que Paris Lee Bennett n'est pas encore en examen de libération conditionnelle, mais que sa prochaine date de revue est le 5 février 2027. Ce n'est pas une date de sortie garantie. Cela signifie seulement que le système devra regarder son dossier à nouveau. Ce détail est important, parce qu'une affaire comme celle-ci ne s'arrête pas au verdict. Elle continue dans les anniversaires, dans les documents, dans les interviews, dans les lettres, dans la peur qu'un jour Paris puisse sortir, et dans la question de savoir ce que la justice peut faire avec un enfant qui a commis un crime d'adulte. Pour Charity, la vie après Ella devient aussi un travail public. Elle crée une fondation, parle aux familles de victimes, aux familles de détenus, et aux personnes que la justice laisse souvent seules après le crime. Ce n'est pas une fin heureuse. C'est une manière de survivre à une scène qui ne peut pas être réparée. Le résumé du dossier tient en quelques faits. Ella Bennett, 4 ans, est tuée chez la Abilene en février 2007. Son frère Paris, 13 ans,
avait créé l'occasion en faisant partir la baby-sitter. Il l'étrangle et la poignarde, puis tente de donner une version de crise. Le mobile public est une vengeance contre Charity. La peine est de 40 ans, avec une prochaine revue de libération conditionnelle prévue en février 2027. Il faut aussi regarder la chronologie sans la lisser. Le crime ne commence pas seulement au premier coup. Il commence quand Paris transforme une soirée ordinaire en fenêtre d'isolement. Il comprend qu'une baby-sitter est une protection. Il comprend que Charity est absente. Il comprend qu'Ella ne peut pas se défendre. Ces 3 éléments suffisent à séparer l'affaire d'un simple geste impulsif. Même si Paris est mineur, même si son âge change le cadre judiciaire, l'organisation de la scène montre une intention. La partie la plus difficile est que cette intention passe par une relation familiale. Ella n'est pas une inconnue. Elle ne représente pas un danger pour Paris. Elle est sa petite sœur. Pour elle, la maison, la chambre et le frère aîné devraient être des éléments de sécurité. Paris retourne tout cela contre elle. C'est pour ça que les images familiales du dossier sont importantes. Elles ne sont pas là pour rendre l'histoire plus douce, elles rappellent ce que le crime a détruit. Avant d'être un dossier, Ella est une enfant qui vit dans une famille réelle. Après le meurtre, le récit que Paris tente de poser est également révélateur. L'idée d'une présence démoniaque ou d'une crise ne fonctionne que si l'on accepte de détacher l'acte de sa préparation. Mais le dossier public montre l'inverse. La baby-sitter part. Ella est seule. Paris agite. Puis Paris parle. Il essaie de donner une forme au chaos avant que les adultes ne puissent le faire. Ce n'est pas une preuve abstraite de psychopathie. C'est un comportement concret. Contrôler la scène, contrôler l'histoire, contrôler les faits sur Charity. La place de Charity dans cette affaire explique aussi pourquoi le dossier reste si perturbant. Une mère peut vouloir comprendre son fils sans jamais pardonner le meurtre de sa fille. Elle peut regarder Paris et voir encore l'enfant qu'elle a mis au monde. Mais elle regarde aussi Ella et c'est qu'une vie entière a été enlevée. Cette double position est presque impossible à raconter correctement, parce qu'elle donne trop vite l'impression qu'on partage l'attention entre la victime et le tueur. En réalité, Charity porte les 2 conséquences, la perte d'Ella et la responsabilité morale de ne pas effacer ce que Paris a fait. La justice juvénile ajoute une autre tension. Paris reçoit 40 ans, ce qui est lourd dans le cadre d'un mineur, mais ce n'est pas une peine qui ferme définitivement la porte. Le dossier revient donc périodiquement dans l'espace public, surtout quand une revue de libération conditionnelle approche. Pour les proches d'Ella, chaque date administrative peut rouvrir le crime. Ce n'est pas seulement un calendrier de prison. C'est une menace de répétition émotionnelle, devoir encore expliquer pourquoi Ella compte, pourquoi le crime compte, pourquoi l'âge de Paris ne doit pas avaler la gravité de l'acte. Il y a enfin la question du mythe autour de Paris Bennett. Beaucoup de récits true crime se laissent attirer par l'enfant intelligent, froid, manipulateur. C'est compréhensible, mais dangereux. Plus le tueur devient fascinant, plus la victime disparaît. Dans cette affaire, la bonne lecture n'est pas « Comment un garçon aussi jeune a-t-il pu devenir un personnage si inquiétant ?» La bonne question est plus simple et plus dure. Comment Ella a-t-elle pu être transformée en instrument de punition contre sa propre mère? Cette question change la façon de raconter le dossier. Elle oblige à garder les détails mécaniques, parce que sans eux le crime devient flou. Elle oblige aussi à garder les limites, parce que certaines explications tardives ne peuvent pas être traitées comme des certitudes judiciaires. Et elle oblige surtout à refuser le confort d'une histoire centrée sur Paris. Paris parle. Paris essaie d'expliquer. Paris continue d'exister dans les registres de prison. Et là, elle, n'a plus cette possibilité. Ce que cette affaire montre, ce n'est pas seulement qu'un enfant peut tuer. C'est qu'un enfant peut comprendre assez bien la douleur des autres pour l'utiliser. Ella n'était pas un symbole, ni un outil, ni une étape dans l'histoire de Paris. Elle était une petite fille de 4 ans. Et c'est précisément ce que le crime a essayé d'effacer.